En peinture, les techniques d'application se résument essentiellement aux suivantes: superposition, juxtaposition et fusion. Nous pouvons donc appliquer les couleurs l'une sur l'autre, ou l'une à côté de l'autre, ou bien on peut les fondre, c'est-à-dire les mélanger entre elles. L'application de la peinture, quel que soit l'outil utilisé, pinceau, couteau ou autre, peut donc se faire de trois manières distinctes, dont la première est, pendant longtemps, presque la seule utilisée. Elle consiste à appliquer les couleurs par couches superposées. Les couches superposées peuvent être couvrantes, transparentes, et même les deux successivement. La mise en œuvre correcte de cette technique exige que la surface recevant la couleur soit parfaitement sèche. Ce procédé fait donc partie de la technique du mouillé sur sec, que nous explorerons plus en détail dans une autre vidéo. Une grande partie de la peinture ancienne et de la peinture du Haut Moyen Âge semble avoir été exécutée sans transition graduelle de couleur, en utilisant des couches de couleurs couvrantes, c'est-à-dire telles qu'elles empêchent ou contrastent la vue de la surface en dessous, appliquées uniformément à l'intérieur d'un espace délimité par un contour. Par-dessus ces fonds, il procédait par ajout, marquant les détails et les reliefs par la superposition de couches picturales également opaques. À partir du XIe siècle, sur les fresques comme sur les panneaux, on peut voir dans les draperies une simulation, bien que simplifiée, du modelage, grâce à l'adoption du procédé déjà utilisé dans les miniatures et décrit dans de nombreux traités de l'époque, connu sous le nom de triade de couleurs. Voyons cette méthode en détail. Après avoir tracé les contours des personnages, on procède à la coloration uniforme de tout le vêtement à l'aide de la couleur de base, qui consiste à mélanger n'importe quel pigment pur avec du blanc. Par exemple, de l'ocre rouge éclairci pour devenir rose. Une fois cette première couche sèche, on poursuit en superposant des touches de couleur pure pour indiquer les plis sombres dans l'ombre. Puis, on souligne les parties en lumière, obtenant ainsi, avec seulement 3 couleurs, une représentation stylisée du modelage. Enfin, on repasse les contours. Il s'agit donc d'un travail d'ombrage et de lumeggiatura, travail du modelage par réau de blanc, réalisé non pas au moyen d'un dégradé de couleurs, mais par la superposition de différentes tonalités de couleurs, toutes distinctes les unes des autres et non mélangées. L'effet obtenu par la superposition de deux couleurs transparentes est tout à fait différent, la seconde étant appliquée lorsque la première couche est complètement sèche. Une fine couche de couleur transparente appliquée par superposition est appelée glacis, qui, si elle est de même teinte, modifie la couleur sous-jacente en l'intensifiant. Si elle est d'une teinte différente, elle produit, par effet optique, une troisième couleur. Un procédé typique de l'aquarelle permet de créer une matière transparente et lumineuse en exploitant principalement la tonalité claire du fond. Avec l'essor de la peinture à l'huile, la technique des glacis successifs d'une même couleur s'est développée,
Ce procédé a été particulièrement apprécié dans le traitement des fonds sombres et des ombres, qui ont ainsi acquis une profondeur et un aspect compact et émaillé, impossible à obtenir autrement. Enfin, la combinaison d'une couleur couvrante et d'une couleur transparente est possible. Il est très fréquent de voir en transparence des éléments sous-jacents modelés et couverts par une fine couche de couleurs riche en liant. Les glacis superposés à une couche picturale épaisse, déjà sèche, ont la propriété de modifier leur tonalité en créant des teintes vibrantes et profondes, particulièrement belles lorsque des intonations chaudes recouvrent des préparations neutres, ou, mieux encore, froides. Et inversement, lorsque des couches transparentes froides sont appliquées sur des intonations chaudes, comme dans le cas de la laque Garanza, souvent utilisée pour intensifier les ombres des couches bleues, ou à l'inverse, de l'azurite pour les zones plus sombres des couches rouges. Dans la peinture à l'huile, la surface recevant la couleur est préalablement humidifiée avec un mélange de résine et d'huile afin d'obtenir une application homogène. La couche picturale peut être délibérément appliquée de manière non uniforme, si cela est fait avec soin, sans que les couleurs ne se fondent l'une dans l'autre. Cela peut créer un effet de sfumato, similaire à un effet de fusion. Le sfumato, c'est-à-dire le passage progressif d'une couleur à l'autre, peut être obtenu de plusieurs façons. En diminuant l'épaisseur de la matière picturale, en augmentant la dilution, en retravaillant localement les couches, ou en enlevant une partie de la couche. Dans certains cas, l'effet est obtenu par le modelé sous-jacent qui apparaît en transparence. Il ne s'agit donc pas d'une fusion, mais de superposition de couches séparées les unes des autres. À partir de la première moitié du XXe siècle, de nombreux artistes réintroduisent la technique de la superposition de couches, réduisant tous les éléments picturaux à des blocs de couleurs uniformes ou à des zones monochromes, et excluant ainsi toute référence à la réalité dans leur représentation. La deuxième technique d'application de la couleur consiste à juxtaposer des couleurs de différentes nuances ou teintes. Cela peut se faire en étalant le mélange de trois manières différentes. En hachure, par points ou par taches. La hachure est la technique utilisée pour représenter le clair-obscur ou exécuter des transitions graduelles de couleurs avec des lignes fines et parallèles. Adoptée par les peintres du XIIIe siècle jusqu'au début du XVe siècle, et codifiée dans la tradition jotesque à la fin du XIVe siècle par Cennino Cennini, cette méthode de tracé permet d'obtenir des dégradés de couleurs doux avec la technique de la tempéra à l'œuf. Il ne s'agit plus d'un dessin plat et uniforme, mais d'une succession de touches fines, opaques et fluides, qui s'éclaircissent par moments, laissant émerger en surface le dessin sous-jacent qui, dans les tons clairs, est un fond vert parfois nuancé de verdaccio. L'effet de clair-obscur et la construction du modelé pouvaient également être obtenus en éclaircissant la couleur à appliquer par des ajouts progressifs de blanc, ou encore en resserrant et en croisant les hachures dans plusieurs directions. La technique est reprise à la fin du XIXe siècle par les peintres divisionnistes et quelques années plus tard par les futuristes. Dans leurs tableaux,
La hachure devient une touche directionnelle, qui s'enroule souvent sur elle-même, soutenant les formes. Enfin, les hachures ont aussi parfois été utilisées par les artistes dans la technique du pastel. Le pointillisme est une technique picturale dans laquelle les couleurs ne sont pas mélangées sur la palette ou la toile, mais juxtaposées les unes aux autres par des coups de pinceau réguliers en forme de points. Ces petits points, qui peuvent être de taille et d'intensité différentes, sont perçus à une certaine distance comme des couleurs uniformes. Dans les années 1880, le peintre Seurat, animé par son intérêt pour la représentation de la lumière et de son chromatisme, a développé cette technique en mettant en pratique les découvertes sur la perception visuelle. Il avait constaté que chaque couleur était influencée par la couleur voisine. Un mouvement artistique était né, le pointillisme, ou néo-impressionnisme, selon lequel la juxtaposition des coups de pinceau permettrait d'obtenir un maximum d'éclat des couleurs. L'argument est valable, surtout pour les couleurs pures, primaires et complémentaires. Bien que le pointillisme ait été un mouvement relativement éphémère, Seurat a influencé nombre de ses contemporains avec ses œuvres, notamment Van Gogh, qui a adopté la technique pendant une courte période. Et plus tard, des artistes tels que Matisse, Picasso et plus récemment Roy Lichtenstein, qui utilisera des procédés pointillistes dans ses œuvres. La tâche est un procédé caractéristique des peintres macchiaioli. Par des coups de pinceau larges et plats, ces artistes juxtaposent des zones de couleurs de tons différents, sans les mélanger. Cette technique leur permettait de définir les volumes et les distances, en répudiant le clair-obscur traditionnel. Le témoignage d'Adriano Cecchioni, théoricien accrédité du groupe, est significatif. La façon de rendre les impressions reçues de la vie par des taches de couleur, comme par exemple une tache de couleur pour le visage, une autre pour les cheveux, une autre, disons, pour le tissu, une autre pour la veste ou la robe, une autre pour la jupe, une autre pour les mains ou les pieds, et ainsi pour le sol et pour le ciel. Les impressionnistes développent également une technique picturale de taches de couleurs juxtaposées. Mais contrairement au macchiaioli, les coups de pinceau, stries ou traits, se fondent les uns dans les autres. Proche à certains égards de la tâche, la technique du cloisonnisme consiste à étaler la couleur de manière uniforme, sans effet de clair-obscur, dans des zones aux contours bien définis, avec des effets similaires à ceux des vitraux médiévaux. Les fauves décomposent également les images en aplats de couleurs, mais dans ce cas, les contours sont imprécis. Les limites de chaque champ ne coïncident pas toujours avec les contours des objets représentés. La couche picturale est réalisée en touches épaisses et moelleuses. Les formes, extrêmement simplifiées et réduites à des surfaces dépourvues de tout effet de profondeur ou de clair-obscur, sont obtenues avec de simples taches violettes, rouges, jaunes, bleues et vertes, juxtaposées les unes aux autres, semblables à de nombreux blocs carrés ou rectangulaires. Il s'agit d'une reprise libre et spontanée de peinture pointilliste. Chez les fauves, les couleurs sont vives et arbitraires. Un arbre peut être rouge, le ciel jaune et un visage avoir des taches rouges, oranges et vertes intenses. L'effet général est très éloigné de la réalité.
Au milieu du XXe siècle, avec le tachisme, la tache plus ou moins informe devient le sujet de l'œuvre. Enfin, les couches peuvent fusionner et se fondre l'une dans l'autre. Les techniques de fusion se distinguent par les traits qu'elles peuvent prendre. Par tesselle, par mosaïque et par pression. Ces trois procédés différents peuvent aboutir au même résultat, si bien qu'il n'est souvent pas possible, lorsque le tableau est terminé, de comprendre quelles couleurs ont été mélangées. Dans la disposition en tesselle, la fusion est obtenue par le croisement et le chevauchement de fines touches parallèles sans attendre qu'elles sèchent. Les coups de pinceau superposés et entrecroisés de différentes tonalités se fondent directement sur la toile, selon le sens du modelé. Cette technique s'est développée avec l'utilisation de la tempera grassa par les artistes italiens de la Renaissance. Le mélange d'huile et de liant d'œuf donnait une matière plus facile à travailler qui ne séchait pas immédiatement après l'application. Cela permettait de travailler mouillé sur mouillé et donc d'obtenir facilement une fusion des couleurs que les coups de pinceau hachurés de la tempera à l'œuf empêchaient. Un autre procédé consiste à appliquer les couleurs par petites portions et à les fondre avant qu'elles ne soient sèches. Dans la fusion par mosaïque, les touches de couleur sont d'abord appliquées en hachure, en points ou en taches, toujours dans le sens de la forme. Puis, avec un pinceau doux et sec, elles sont brossées le long des bords pour obtenir un ombrage progressif et un modelé précis. Dans cette disposition, avant de fondre les couleurs, il est préférable d'attendre qu'elles aient perdu de leur fluidité, c'est-à-dire d'attendre que l'huile, partiellement absorbée par la sous-couche, rende les couleurs plus denses et plus collantes, plus aptes donc à être reprises par le pinceau. Cette façon de travailler est visible dans certaines œuvres inachevées du XVIIe siècle, où la couleur est posée en touches parallèles qui marquent le modelé des formes et qui sont ensuite fondues et lissées à l'aide d'un pinceau doux, faisant presque disparaître la facture. La reproduction d'un tableau de Raphaël montre comme les coups de pinceau très fins et appliqués par hachure sont uniformisés pour obtenir les joues roses de Marie-Madeleine. Une autre méthode d'application très courante consiste à presser la matière avec le pinceau, ou même la spatule, sur d'autres couches de couleur, sans attendre qu'elles sèchent, ce qui permet à la couche précédente, encore humide, de refaire surface. Comme pour la disposition en tesselle, il faut adopter la technique du mouillé sur mouillé pour qu'il y ait fusion, c'est-à-dire appliquer des coups de peinture fraîche l'un sur l'autre. Le long temps de séchage de l'huile permet au peintre de travailler sur une couche de peinture humide, créant ainsi des effets chromatiques à travers l'interaction des couches de couleurs. Cette technique permet un coup de pinceau dense et texturé qui donne plus d'expressivité à la peinture et suggère au spectateur la force et la rapidité avec lesquelles l'artiste a appliqué la matière.
Dans le tableau du Caravage, par exemple, la couche d'ocre jaune est encore humide lorsque le blanc de plomb est étalé dessus, se mélangeant plus ou moins selon la pression plus ou moins forte des coups de pinceau. Propre à la peinture à l'huile, cette méthode était déjà utilisée par les peintres flamands dans les années 1400 et s'est ensuite répandue dans toute l'Europe. Les couleurs sont mélangées directement sur la toile et non sur la palette. Par conséquent, comme on peut le voir sur de nombreux tableaux de différentes époques, cela limite la palette à quelques couleurs pures, parfois mélangées à du blanc. Mais le peintre qui a interprété cette technique de la manière la plus originale est Vincent van Gogh, dont les touches épaisses de couleurs pures, appliquées l'une sur l'autre et juxtaposées dans des tons contrastés de couleurs violentes, rappellent à certains égards le pointillisme. Les touches de couleurs, dont la superposition directionnelle suit la progression des formes, deviennent de plus en plus denses et texturées, rendant visibles les marques du coup de pinceau et ajoutant ainsi une vigoureuse expressivité à la peinture. Comme toutes les techniques mouillé sur mouillé, les meilleurs effets sont obtenus en travaillant de manière spontanée et confiante, sans trop fatiguer les couleurs ni compliquer les mélanges, afin de ne pas diminuer leur vivacité et leur fraîcheur. Van Gogh a été influencé par la technique innovante des post-impressionnistes, en particulier Paul Signac, qui peignait en juxtaposant, non pas des points de couleur, mais de petites touches qui parfois se chevauchaient et se mélangeaient. En effet, dans la pratique de la peinture, les trois différentes méthodes d'élaboration tendent souvent à se combiner. Non seulement la juxtaposition et fusion, comme chez Signac, mais aussi la fusion et la superposition, comme dans toute peinture qui implique une esquisse monochrome terminée par un glacis, ou juxtaposition et superposition, comme de nombreuses œuvres du XIVe siècle. La superposition, la juxtaposition et la fusion, dans leurs variantes et leurs innombrables combinaisons, jouent donc un rôle décisif dans la conception et la définition des différents styles de peinture.